se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça m'a dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Alors, pour m'accompagner pour ce débat, je suis avec Johan. Comment ça va, mon copain? Salut mon copain, ça va et toi? Et salut à tous. Voilà. Écoute, moi ça va. On vient de faire une petite preview du match de 5 heures. Donc, celui que tu verras peut-être pas, malheureusement. Voilà. De la Suisse-Algérie. C'était bien animé. Là, on va enchaîner sur un match un peu plus tôt, mais ça va être encore compliqué aussi, je pense, pour toi aussi, le 1h du matin. Ouais, malheureusement. Ça colle pas bien. Donc, vous voyez quand même bien l'effort. Hein. Johan, il vient pour faire la preview d'un match que malheureusement, il ne va pas pouvoir voir. Donc ça, moi, je dois dire que rien que pour ça, je salue la démarche. Je dis bravo. Merci. Donc, comme d'habitude, les copains, vous y allez, vous nous donnez vos idées. Dites-nous si on est plutôt dans le vrai ou dans le faux. Dites-nous ce que vous sentez un peu pour ce Portugal-Croatie. Et bon puis, match. Bon match, très belle affiche sur le papier. Et puis, si vous découvrez la chaîne, comme d'habitude, comme je dis, abonnez-vous. Ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité et d'avoir un peu plus de force. Donc, allez-y, les copains. Donc, mon copain, je pose la question. Qui on voit passer entre Croatie et Portugal? Est-ce que tu te laisses entraîner par l'habitude croate depuis 2018 ou est-ce que tu penses que la montée en puissance portugaise, elle va commencer dès ce soir? Alors, on va développer tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais allez, moi je me lance, j'ai l'aspect un petit peu subjectif aussi qui va avec. Allez, courte victoire croate, même temps réglementaire. Allez. Ah ouais, temps réglementaire en 90 minutes ce soir, les copains. Là, Johan, il a lancé le truc. Écoute, je vais te dire, tu m'aurais dit ça au début de la compétition. J'aurais pu être dubitatif et te dire, écoute, non, quand même, les Portugais, je les vois quand même un ton au-dessus. Et pour être très honnête, au début de la compétition, j'en faisais mon favori pour aller jusqu'au bout. Maintenant, il y a eu un premier tour et je pense que mon copain, toi comme moi, on a regardé les matchs. Le contenu des matchs portugais m'a pas particulièrement rassuré sur ce premier tour. Maintenant, si je suis très honnête, la Croatie m'a pas non plus enthousiasmé pendant ce premier tour. Donc moi, je vais te dire, en débutant ce débat, moi, je pars sur ce bon vieux 50-50 au début de ce débat. J'espère qu'on va réussir à trouver une truc. Mais pour moi, sur le papier, oui, le Portugal est au-dessus. Avec les individualités, on va en parler et tout ça. Mais sur ce que j'ai vu, franchement, il n'y a aucune équipe qui m'a le plus impressionné entre les deux. Alors, c'était pour me positionner, hein, parce que moi, si on me demande de parier sur le match, moi, je ne parie pas sur le match. Hein, je sais pas dire. Non, mais en vrai,
Là, j'ai rien à jouer, donc tu vois, je balance un prono, mais sur les faits, je suis d'accord avec toi. On a regardé les trois matchs, ou en tout cas vu de larges extraits, si on n'a pas regardé, enfin, en tout cas de mon côté. Euh, je suis d'accord avec toi, il y a quand même beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses remises en question par rapport à nos certitudes d'avant compétition, on va dire. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. On en avait pas. En plus, on en avait parlé, hein, nous Exactement. ensemble, de la Croatie. Mais on avait, je me rappelle dans notre petit débat, on avait aussi parlé de la possibilité que justement ces équipes se croisent en 16e de finale. Et on était parti plutôt sur bon là peut-être que le Portugal face à la Croatie, ça va être au-dessus, un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Mais là, je te le relance dessus, mais sur ce qu'on a pu voir. Pour moi, il n'y a pas un truc vraiment très très clair qui nous met le Portugal devant. Hein. Ben, en fait, je pensais pas dire ça avant la Coupe du Monde, mais pour moi, j'ai trouvé des similarités entre les deux équipes dans ce premier tour, dans le sens où ben, dès qu'elles se font mettre un peu le bazar, un peu le feu par des équipes. Donc, on l'a vu donc, du côté de la Colombie, notamment, le Colombie-Portugal, Ah ouais, ils où ont été la très forts. Colombie a eu des périodes où ils ont vraiment mis de l'intensité, et là, on a senti quand même le Portugal déborder. Ah ouais. Euh, Ah ouais, 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 totalement. C'est exactement ça. Je les ai vus déborder et n'ayant pas réellement tu sais, de solution à proposer derrière. Ils ont repris le fil du match au fur et à mesure, mais pendant des moments, c'est vraiment le mot. Ils étaient débordés. Ça passait de tous les côtés et ils n'y arrivaient pas en fait. Et un petit peu aussi, à moindre mesure, mais la RDC aussi a réussi ça dans certaines périodes du match. Ouais. Euh, Moins continu, je suis ouais, d'accord avec toi, mais il y a eu aussi à certains moments, et l'égalisation, elle vient là-dessus, c'est-à-dire ouais. des moments où je sais pas si c'est de la perte de concentration, je sais pas si c'est des problèmes physiques, mais oui, on sent pas un Portugal à 100%. Moi, c'est ça que je vais te dire. J'ai pas l'impression de voir depuis le début de la compétition un Portugal à 100%. Et je me fais pas avoir par le 5-0 contre l'Ouzbékistan pour me Oui, dire, OK, ils sont lancés. Vraiment, en face, il y avait rien. Et je pèse mes mots, il y avait vraiment rien en face pour que je puisse m'emballer. Et vu que ce match contre la Colombie, il arrive après ce Portugal-Ouzbékistan, pour moi, il y a toujours des interrogations. ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que enfin, vraiment, j'atténue mon jugement. Enfin, le Ouzbékistan, vraiment, je le mets de côté. Mais vraiment, j'ai constaté ça. Et c'est ce parallèle-là que je fais avec le match croate en ouverture contre l'Angleterre, où j'ai ressenti un peu la même chose, en fait. L'Angleterre, bon, bah, on a vu que c'était un peu quand il voulait. Peut-être comme Rudy Garcia, parce qu'il a voulu être mené de 0 hier, euh, d'après ce qu'il dit. Hein. Et donc, Ah, pour ceux qui n'auraient pas la ref, parce qu'elle est récente, ceux qui n'auraient pas la ref, Rudy Garcia nous a expliqué qu'en fait, c'était limite une tactique d'être mené 2-0 face au Sénégal parce que c'est une équipe africaine et que dans la fin de match, ils ont du mal à gérer les fins de match. Donc tout ça a été pensé et réfléchi. c'était l'approche de génie. Hein, faire jouer son équipe comme des nuls, pardon, Ouais, pendant ouais. 85 minutes et jouer le match à la fin et gagner à la fin. Il, C'était a- réfléchi, ça. Hein. il avait tout prévu. Il avait C'était tout noté prévu. sur ces petits papiers-là. Hein. C'est énorme. Mais bon, voilà, pardon. Donc, pardon, C'était une petite pique, mais voilà. fermons la Elle parenthèse. Mais quand l'Angleterre a accéléré, en fait, bah, on a vu que la Croatie était assez facilement débordée, notamment par la charnière. Donc la charnière Pongracic-Choutalo, franchement, elle m'a pas du tout rassuré, et Ah même, ouais. même hors match Angleterre. Hein. Dans les trois matchs, ils m'ont vraiment inquiété. Euh, et donc, j'ai l'impression que ces deux équipes, en fait, pour synthétiser le tout, bah, quand on met un peu d'intensité en phase 2, ils ont du mal à suivre et ils ont du mal à répondre à cela. Donc, c'est en ça aussi que le match va être intéressant. C'est de voir, ben, déjà, est-ce qu'ils vont eux-mêmes réussir à mettre de l'intensité. La Croatie a réussi par moment à le faire, notamment contre l'Angleterre aussi. Mais comment ils vont répondre à ça défensivement, en fait. Et ça, Non, non, t'as raison. T'as raison. Ça va être un axe important. Après, moi, je vais te poser la question parce que on est forcément là dans, beaucoup de sélectionneurs le disent. En gros, c'est un autre tournoi qui commence. Voilà. Donc, est-ce que
c'est valable pour les deux équipes, hein, puisque c'est leur premier match coup près de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'on pense que, en gros, ces deux sélections-là, on avait un peu sous le pied et qu'elles attendaient pour véritablement lâcher les chevaux, ou comme ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire non, c'est juste aussi peut-être des limites, pas forcément techniques, mais peut-être des limites tactiques ou de fraîcheur physique qui font qu'ils sont pas là. Donc, on croit à la montée en puissance d'une des deux, ou ça, cette fameuse théorie-là, elle tient pas parce que en une semaine, enfin même pas en 5 jours, tu montes pas d'un niveau de compétitivité à l'autre. Après, moi, je sortirais deux axes. L'aspect défensif. L'aspect défensif croate, je pense pas que ce soit bien meilleur aujourd'hui et que ça s'améliore avec le temps. Alors, après, à voir comment Dalic peut un petit peu compenser ce manque de vitesse, ce manque de repères, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, parce que moi, j'ai l'impression que Il pourra pas. C'est les caractéristiques de son équipe. Et donc, les fameux ailiers de côté, les mecs de côté qui peuvent déborder et tout ça, tu les as pas. Parce que Vlasic et Baturina, là, je suis en train de partager la compo, bah, c'est pas des ailiers. Enfin, c'est pas des ailiers type pour pouvoir justement te mettre de la vitesse. Et la défense que tu pointes un peu, je suis d'accord avec toi. En 5 jours, elle va pas devenir plus performante. Donc, il y a des doutes. Et puis, Luka Modric, on en pense quoi? On en pense quoi de Luka bah, on l'aime tous d'amour, hein. on l'aime tous. La patte technique, elle est là. Maintenant, bah, physiquement, bah, c'est comme son compère d'ailleurs, hein, Kovacic. Moi, je l'ai pas trouvé terrible. Je suis davantage offensivement, je suis davantage emballé par le trio devant Baturina, Sušić et Vlasic, que j'ai bien aimé, franchement, même contre l'Angleterre et même dans les autres matchs. Ah ouais, contre le Pour Ghana, la frappe de Sušić, franchement, allez, elle est facile. Il envoie un pétard. Il s'appelle pétard. Il envoie, non, franchement, une super frappe. Comme Et t'as Moussa. raison. Ouais, joli. Mais voilà, on va dire qu'il y a de la qualité dans cette équipe croate. C'est juste qu'elle n'est pas très rapide et elle peut pas jouer en transition. Donc, maintenant, tant mieux, parce qu'on vient de le dire aussi, la défense, elle pose vachement de questions. Faut Donc, de compenser. l'autre, je pense que, en fait, si là, t'es Dalic, et on va forcément se poser la question de la bataille tactique, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses la balle au Portugais, ou au contraire, t'essaies d'avoir le contrôle du ballon? Bah, moi, je suis lui, j'essaie d'avoir le contrôle du ballon. J'ai pas forcément des joueurs hyper rapides. Et en plus, pour revenir juste sur Sušić, je le pensais pas capable d'être à ce niveau-là en repositionnant en numéro 10, en fait. Donc, moi, je suis quand même assez impressionné. T'as raison. Euh, Il joue plus derrière avec l'Inter. T'as exactement. raison. Et il avait été bon en plus à Ah son oui, poste bah, il fait de une très numéro bonne saison, 8, hein. etc. Il fait partie des bonnes révélations de cette équipe. Enfin, pas révélation, mais si, parce qu'en plus, Ouais. il est arrivé cette année. Si. Franchement, il a été bon, mais dans un poste différent de celui qui est le sien depuis le départ de la compète, hein. Exactement. Donc moi j'aime beaucoup. Maintenant, c'est pas des joueurs comme tu l'as dit, c'est pas des joueurs de transition. Donc pour moi, c'est les joueurs croates et de manière générale et de manière historique, les joueurs croates, c'est des joueurs de ballon en fait. Donc ils aiment bien avoir le ballon dans les pieds, etc. Et j'aime beaucoup. Après, c'est un petit coup de cœur personnel, mais j'aime beaucoup Bodimir. Donc c'est un attaquant un peu à l'ancienne. C'est un attaquant ancien. Voilà, ça me rappelle un grand joueur passé un petit peu à Milan. C'est un petit peu voilà, c'est un petit peu ces joueurs de devoir qui travaillent, qui sont là et ils sont pas forcément euh, voués à devenir, même si Inzaghi était une autre classe, mais ils ont en eux ce travail, cette Ah bah, envie le sens du de. sacrifice. De toute façon, quand tu es le numéro 9 de cette Croatie-là, tu as quand même compris qu'il va falloir pas attendre que les ballons ils te tombent tout cuits dans les pieds, alors que c'est Ouais, possible, hein. Modric, Kovacic oui, et qui tu veux, tu vois, il y a de la qualité technique, mais c'est juste que tu es obligé, en fait, voilà, tu l'as dit, il y a le côté technique dans l'ADN du football croate, mais de l'autre, tu as aussi cette notion de, oui, sacrifice, devoir, engagement vis-à-vis du collectif et ce genre de valeurs-là qui arrivent très très vite dans toutes les équipes croates
qui ont été loin, ça s'est toujours passé comme ça. 2018, 2022 ou même 98, c'était pareil. C'était à la fois de la technique, mais aussi de l'autre côté, je viens de dire, pas forcément des chiens de la casse, mais des guerriers en fait. Et là, tu sens que il y a ça, par exemple, chez un Boudimir qui va bosser pour le collectif. Tous savent un petit peu, enfin tous les gars dans cette équipe savent que il y aura pas, on va dire, ça sera pas des victoires qui vont être gagnées avec 2-3 buts d'écart. Ça va être à l'arrache. Je pense qu'ils l'ont compris. Et c'est peut-être là la différence avec les Portugais. C'est que les Portugais, après, c'est normal aussi. C'est la qualité individuelle. Quand là, je vais partager les compos. Quand tu regardes la qualité individuelle des deux équipes, elle saute aux yeux. Oui. T'as des joueurs avec véritablement des références. Alors même si là sur le 11, bon bah il y a pas un Joao Neves normalement, donc tu perds un petit peu. À la place c'est Ruben Neves, c'est pas la même, mais t'as quand même du Bruno Fernandes, du Pedro Neto, du Vitinha, du Nuno Mendes, du Cristiano Ronaldo, du Joao Félix, du Cancelo, du Ruben Dias. Enfin ces joueurs-là, on est d'accord mon copain. La Croatie, elle en a pas en fait. Bien sûr, non, et puis raison de plus parce que tu vois aussi l'adversaire. En fait, moi, des joueurs comme les Portugais avec un Neves, avec un Vitinha, avec un Bruno Fernandes, j'ai pas envie de leur laisser le ballon en fait. J'ai plutôt envie de jouer sur les faiblesses portugaises, à savoir les faiblesses défensives. Cancelo, voilà, il est très bon offensivement, il n'y a pas de problème. Par contre, défensivement, ça va être un peu plus compliqué. Et Renato Vega, c'est pareil, il a été en difficulté. Ça fait partie un petit peu des points un peu en souffrance côté Portugal pour moi, sur notamment le match contre la Colombie. Il a été assez en difficulté. Et donc, oui, moi j'ai envie si je suis croate, moi j'ai envie d'essayer d'avoir le ballon pour les mettre en difficulté sur ces plans-là, en fait. Si j'ai pas le ballon et que je le laisse à Vitinha ou à Bruno Fernandes, j'ai un petit peu peur pour ma charnière pour Racing Choutalo, hein, même si devant il y en a un qui est un petit peu plus lent et qui avance plus malheureusement pour les Portugais, et bon, un petit peu de la faute de Roberto Martinez aussi, mais j'ai quand même pas envie qu'ils essayent de faire des passes, ces gens-là, hein. J'ai envie de les garder loin de mon but. Non, ça c'est sûr, c'est évident. C'est pour ça aussi, tu vois, que je te posais la question de la maîtrise du ballon. C'est que on le sait, les Portugais, si tu leur laisses la maîtrise du ballon, peut-être qu'en ce moment, ils sont pas les plus efficaces dans le dernier geste, et on va forcément en parler du numéro 9. Évidemment, tu peux toujours te dire que la défense, même si elle présente des trous un petit peu chez les Croates, ça peut arriver, on va dire, ce match entre les deux, un Portugal pas efficace et une Croatie qui va être sûrement très motivée, mais avec des manques, on peut avoir un match où la Croatie arrive à tenir. Par contre, c'est ça le truc, c'est que plus tu vas leur laisser le ballon aux Portugais, plus ils vont s'avancer dans ton camp. Et je pense qu'à force, tu as des joueurs aussi qui peuvent te proposer autre chose que ce que là, on a dans la composition. Et c'est là où, pour moi, que peut se faire la différence, c'est peut-être sur le banc. C'est pas forcément sur le 11, parce que le 11, on le dit, voilà, il y a plus d'individualité côté portugais. Très bien. Et ça, c'est l'histoire du foot. Avoir une équipe composée d'individualités contre un meilleur collectif, très souvent, c'est le meilleur collectif qui l'emporte face aux meilleures individualités. Par contre, attention, si tu ajoutes les meilleures individualités, en plus la notion de banc, attention, là, ça peut changer, parce que, pour moi, je te le dis, quand tu peux faire rentrer un Rafa Leao, quand tu peux faire rentrer un Gonzalo Ramos, ça te donne, et il y en a encore plusieurs autres, ça te donne aussi une autre corde à ton arc que tu n'as pas avec tout simplement le banc croate. Faut être simple. Non, c'est clair. C'est clair que les Croates, ils ont des joueurs qui sont c'est des très bons joueurs, hein, sur le banc aussi. Hein, il y a pas de problème. Malheureusement, comme tu l'as dit, le constat il est là. Tu as des joueurs qui ont beaucoup plus de références côté portugais, que ce soit sur le terrain ou sur le banc. Même si on discutera aussi de l'aspect offensif, qui pour moi, il y a des choses à revoir côté portugais pour être meilleur que ce qu'il y a actuellement. On va vite.
T'inquiète pas, on va vite y arriver, j'ai envie d'en parler moi aussi. Vas-y. Mais effectivement, quand tu fais un mondial et qui plus est ce mondial-là avec un match de plus, forcément, tu vas au fil de la compétition t'user encore plus. Les Croates, ils n'ont pas survolé leur groupe, les Portugais non plus, hein, mais les Croates, ils ont dû aller chercher aussi leur qualification. Forcément, avec une équipe qui est amenée à tourner moins, puisqu'il y a moins de talent que niveau Portugal. Donc ça peut se payer aussi là-dessus et ça peut se payer aussi dans les 30 dernières minutes quand pour un Conceição ou pour un Leao qui va entrer, tu vas avoir en face un Moussa. J'ai rien contre Petar Moussa, mais il n'est pas, c'est pas du niveau des autres en fait. Ah bah oui, voilà, c'est là où ça peut pour moi faire la différence. Maintenant, parlons-en un tout petit peu. Là, je suis en train de partager un petit peu les stats, mais parlons-en. Est-ce que la fameuse formule offensive la formule, oui, offensive donnée par Roberto Martinez, est-ce qu'on est convaincu avec allez, parlons-en tout de suite donc de Cristiano Ronaldo en pointe. Est-ce qu'on valide ou pas? Moi, je vais te dire, dès que le niveau, je dis ça depuis le début de la compétition, dès que le niveau s'élève, on voit que c'est compliqué. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec l'état de forme, l'état de professionnalisme et tout ce que tu veux. Franchement, il fait tout ce qu'il faut. On lui fait assez confiance là-dessus. Mais pour moi, il y a juste un truc physiologique. T'as plus de 40 piges. T'es à un poste hyper exigeant de numéro 9 où tu te dois de prendre le dessus sur des défenseurs qui, à certains moments, ont 20 ans de moins que toi. 20 ans de moins que toi. Pour moi, sur l'équation, ça peut pas coller. Maintenant, évidemment, dès que le niveau de compétitivité en face redevient plus faible, on l'a vu contre l'Ouzbékistan, oui, pas de problème, il pourra te mettre des doublés, voire même des hat-tricks si tu veux. Mais par contre, là, on rentre dans la phase d'élimination directe. Le niveau est plus élevé. Alors, on l'a dit aussi, la défense croate, c'est pas la meilleure. Donc, peut-être que ça peut encore faire le match. Mais de l'autre, par contre, sur l'aspect vivacité, sur l'aspect intensité, je suis désolé, mais Cristiano, il pourra même faire 5000 abdos par jour, que ça changera rien, en fait. Là, il est rattrapé par le temps. C'est pas par ses capacités, c'est pas par son mental, c'est juste par le temps. Et je pense qu'à un moment donné, Roberto Martinez manque de courage parce que ça fait un moment déjà qu'on le voit, ça. On l'a déjà vu, je pense, toi et moi, pendant l'Euro 2024, qu'il y avait déjà ce problème-là face à des défenses très, très, on va dire, fortes, très, très compétitives. Et de pas s'en rendre compte et de continuer ta préparation avec Cristiano et de continuer là ton premier tour avec Cristiano et de développer à aucun moment une autre option, pour moi, ça va être un frein pour les Portugais. Ça va être un frein et on le voit, il faut beaucoup d'occasions pour la planter quand il est face à des grosses équipes. Il lui manque tout le temps quelque chose. Il manque du temps, je pense, forcément. Quand on est un peu plus âgé, il manque un peu de temps pour faire ce qu'il faisait avant. Et comme tu dis, moi je suis désolé, Roberto Martinez, il a beaucoup de tort. Après, c'est absolument pas facile de le faire. On est totalement d'accord. Je pense que le mec, il est adulé au Portugal, que c'est hyper difficile à faire. Et on l'a vu sous d'autres formes, mais avec des équipes qui ont tout gagné. En fait, tu es obligé de te prendre le mur pour changer quelque chose. Si tu n'as pas un minimum de courage, et encore, derrière, il faut supporter la pression et il faut réussir derrière pour pouvoir valider tes choix. Mais Cristiano, oui, il y a un gros problème. On ne peut pas compter sur lui pour des matchs de très haut niveau. Moi, j'y crois pas. Et moi, j'irai tout naturellement vers Gonzalo Ramos devant. Et moi, il y a Ouais, vas-y. Moi, il y a un autre joueur qui me pose problème. On l'a vu aussi à Milan, on l'a connu à Milan. Mais Joao Félix, il est transparent. Moi, je le trouve transparent. Moi, je trouve qu'il apporte rien du tout. Au contraire d'un Conceição, peut-être que c'est ses sorties de banc qui l'aident à ça. Peut-être entre les deux, ouais. C'est ce que j'allais te dire. C'est que Conceição, il fait des entrées très intéressantes et il t'apporte quelque chose. Maintenant, c'est toujours le même débat. Est-ce que ce type de joueur, tu peux, on va dire, lui faire confiance sur 90 minutes titulaire? Je sais pas.
et bénéficier donc de cette explosivité et de cette vitesse quand les défenseurs sont un peu fatigués. T'as raison. Joao Félix, alors moi je vais te donner ma sensibilité pour Joao Félix, c'est on va dire le cadeau bonus qui est donné à Cristiano en fait. Vu qu'ils jouent ensemble, vu qu'ils sont ensemble en club en plus, ils ont développé, alors ce qui doit être possible, hein, j'avoue je regarde pas la Saudi Pro League, ils ont dû développer véritablement des automatismes ensemble, mais c'est pareil. C'est-à-dire, est-ce que ça te justifie de devoir aligner les deux pendant les matchs à haute intensité avec une forte compétitivité en face? Moi, j'ai tendance à penser que non plus. Mais maintenant, après, c'est la même chose. C'est-à-dire que on parle là de toi comme moi, on irait plutôt sur Gonzalo Ramos. Pas de problème. Mais sauf que tu l'as dit, vu que le travail n'a pas été fait en amont, là, tu le mets maintenant, mais tu sais comme moi, la pression, elle va être gigantesque sur Gonzalo Ramos. Et là, pareil pour Roberto Martinez, on ne va pas comprendre. On ne va pas comprendre pourquoi là, subitement, à ce moment-là, tu t'en rends compte. Alors, on a deux options. Soit il meurt avec ses idées, donc il continue avec Cristiano Ronaldo jusqu'à la fin, et ne se rendant pas compte que, oui, c'est plus adapté en 2026 de pouvoir jouer comme ça. Soit il adapte véritablement ce qu'on appelle de nos voeux, c'est-à-dire de mettre Gonzalo Ramos, mais dans ces cas-là, tu l'as dit, tu vas te mettre une partie de l'opinion publique à dos, tu vas te mettre une partie peut-être des joueurs à dos, et encore, ça restera à nuancer, et je voudrais bien avoir ton avis là-dessus, mais pour moi, c'est trop tard. Cette transition, Roberto, on t'a fait venir il y a 2 ans déjà pour l'opérer, pour moi. Et 2 ans après, on voit bien, t'as pas avancé une demi-seconde sur la succession de Cristiano Ronaldo, en fait. Tu t'es déchargé en laissant, on va dire, les stats de Cristiano Ronaldo parler. Et bon, regardez, il continue de marquer, donc je le laisse. Pour moi, ça manque de courage. Je suis d'accord avec toi. Cette décision-là, c'est pas maintenant qu'il faut la prendre, c'est trop tard, parce que pour toutes les raisons que tu as évoquées, la pression, le discours aussi, parce que il doit avoir un certain discours de dire tel choix, je le fais pour ça, etc. Et bon, moi, ça me paraît encore plus grave si la raison que tu évoques de mettre Félix avec Cristiano, c'est celle-là. Ça me paraît encore plus grave et encore plus preuve de son manque de compétences. Bon, j'avais déjà moins de doutes quand il m'entraînait la Belgique. Tu avais déjà 2-3 trucs avec la Belgique. On peut tous se Voilà. poser cette question-là. Les supporters belges vont penser que j'ai quelque chose contre eux, mais pas du tout. C'est vraiment vos sélectionneurs. Je sais pas comment sont faits les choix, mais je pense qu'il y a quelque chose à dire. Roberto Martinez et Rudy Garcia, ils t'ont pas fait plaisir. Ils t'ont pas fait plaisir. Et même Tedesco aussi. C'est vrai que c'était pas folie. Ils vont penser que j'ai quelque chose à leur reprocher, mais pas du tout. C'est les sélectionneurs, vraiment. Pour moi, il y a quelque chose à redire. Bon, mais bref. Mais pour moi, il y a quand même un problème effectivement, comme tu dis, d'assumer des choix, de faire des vrais choix. Et là, c'est plus le moment. Donc, comme je pense comme toi, qui va mourir avec ses idées, malheureusement, et qu'il n'ira pas là où on pensait que le Portugal pouvait aller au début de la compétition. Donc, c'est un peu triste. Rappelle-toi, Fernando Santos, là, pour le coup, c'est plus un entraîneur qui te parle. Ah oui. Mais même Fernando Santos, rappelle-toi, pendant la Coupe du Monde 2022, la fameuse mise sur le banc de Cristiano Ronaldo et Gonzalo Ramos qui est aligné contre la Suisse et qui plante son triplé, même lui, il a fini par se rendre compte. Et c'était en 2022. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un endroit... Bien sûr que Cristiano, c'est une légende, qu'il a envie de marquer les livres d'histoire. Mais c'est déjà fait, frérot. C'est déjà fait, en fait. Et là, le souci, je voudrais ton avis là-dessus. Tu vois, on met 500 fois le parallèle entre Messi et Cristiano Ronaldo. Je vais t'en refaire un autre et je voudrais avoir ton avis. On dit que, justement, le Portugal joue pour Cristiano Ronaldo et l'Argentine joue pour Lionel Messi. Ok, si vous voulez. Mais moi, j'ai la sensation que du côté argentin, c'est assumé à 100%. Et c'est même assumé à 200% par le sélectionneur et les joueurs eux-mêmes qui le disent. Et il n'y a qu'à regarder les matchs pour voir que Messi est déchargé de toute tâche défensive et de tout ce que tu veux. On lui donne le ballon et amuse-toi. Là où j'ai l'impression que, je te dis pas que c'est à contre-cœur que les gars jouent pour Cristiano Ronaldo, mais que c'est moins assumé.
et que tout simplement c'est moins assumé parce qu'il est moins compétitif dans les grands moments en fait. Donc est-ce que tu as cette sensation là que c'est différent entre les deux, Messi et CR, ou non? Toi tu es plutôt dans quel truc? Dans le discours, en tout cas, c'est beaucoup moins assumé, c'est clair. Après, sur le terrain, on voit quand même qu'il le recherche beaucoup, Cristiano. Après, bon, je veux pas frustrer les supporters de Cristiano, mais le problème de Cristiano, c'est qu'il faisait beaucoup de différence sur son aspect physique. Là où Messi fait beaucoup de différence sur son aspect technique aussi. Donc, c'est aussi ça la problématique aujourd'hui pour lui. C'est que forcément, là, quand le physique il répond moins bien, il a moins d'armes, on va dire, même si on ne remet pas en cause toutes ses qualités, tout ce qu'il a montré, il n'y a pas de problème. Mais il a beaucoup moins d'armes, là où il s'axait avant beaucoup sur le physique, sur la partie physique pour faire la différence. Là, il l'a moins, donc forcément, il est moins performant et il peut moins être là dans les gros matchs. Ah, mais voilà, donc on a la même sensation, et que le poste, en plus, est beaucoup plus exigeant. C'est-à-dire que le poste de numéro 9, comme je le dis, c'est pas évidemment, c'est pas celui de numéro 10, mais quand je dis ça, c'est que il est moins exigeant physiquement, je trouve. En plus, si c'est un numéro 10 un peu déchargé, comme je viens de dire, de toutes les tâches défensives, c'est un gars qui va être utile dès que tu vas avoir la balle. Là où le numéro 9, tu vas le chercher, c'est ton point de repère, c'est ton joueur le plus haut situé sur le terrain. Donc pour moi, en fait, oui, forcément, ça pose problème, l'âge et donc la compétitivité. Et ça n'a rien à voir, encore une fois, avec les qualités intrinsèques de Cristiano Ronaldo. Mais tu l'as justement dit, il a toujours beaucoup plus misé sur le physique qu'un Messi, qui, lui, à l'inverse, a beaucoup plus misé sur la technique. Donc, forcément, avec l'âge, on fait ce type de constat-là. Alors, on a quelques messages qui nous sur notre débat. Il y a El Padrinote qui nous dit: je vois un match très serré. Amine DZ qui nous dit: je pense que la Croatie va passer. Maxime qui nous dit: le Portugal va tomber ce soir. J'aime bien CR7, mais ça fait tard pour gagner la Coupe du Monde. On a Alpha Blue qui nous dit: bonsoir les copains, sur les dernières Coupes du Monde, la Croatie a frappé fort, vont-ils continuer? Compliqué contre ce Portugal. Et je pense qu'il y a un petit message pour toi, il t'a dit: Rudy, on t'aime. Je pense que là c'est du troll. Je pense que là Alpha Blue te fait un bon troll. Et Amine DZ qui dit: oui, on le voit sur le terrain, tout le monde joue pour Messi. Ouais, voilà. Donc on est plutôt dans le vrai. Bon, maintenant on est on va dire à moins de 3/4 d'heure du début pas du match, parce que nous c'est à 21h, à 1h du matin ce match-là. Bon, si on doit se positionner là maintenant, parce que là on a fait un débat, on a précisé des choses, machin. Bon, là maintenant c'est l'heure de prendre nos responsabilités, et comme si on est devant notre application MPP, bon, on part sur quoi comme résultat? Je suis obligé de faire parler le cœur et je vais dire 1-0 Croatie. Ah, tu restes fidèle avec le 1-0 Croatie. Ok. T'es un homme de devoir, t'es un homme de parole. T'as défendu les Croates depuis le départ, donc forcément. Tu meurs avec tes idées, toi aussi. Ouais, c'est ça. Bon, je comprends tous les autres scores, il n'y a pas de souci, parce qu'on l'a dit dans tout le débat, c'est que on a du mal à se positionner et ça va être serré, c'est sûr, ça va être serré. Enfin, moi, je vois pas une quelconque équipe faire un carton, je pense pas. Non. De toute façon, on l'a dit dès le départ de ce débat. On le conseillerait pas. On n'est pas une émission de paris sportif, mais on le conseillerait pas à jouer. Vraiment. Ou alors partez sur du chance double. Comme ça, vous avez quand même un petit peu plus de chance d'arriver à passer le pari, parce que vraiment les trois peuvent se mettre. Mais bon, écoute, je sais pas. Je l'ai dit aussi dès le départ de ce débat, pardon. J'avais fait des Portugais mes favoris, donc je vais pas les faire sortir quand même dès maintenant, même si je les vois plus en favori numéro 1. Je vais pas les faire sortir maintenant, donc je pense que ça va passer. Mais je te rejoins sur l'esprit ric-rac. Pour moi, ça passe à 1-0 ou 2-1 pour les Portugais, mais ça passe pas. On n'a pas un écart de 2 buts sur la rencontre.
Voilà. Maintenant, on a fait pas de péno ni pour l'un ni pour l'autre. Tout ça en 90 minutes ou tu restes ou t'es un peu plus nuancé sur le 1-0 120 minutes. Bah, je l'ai dit dès le départ, j'assume en 90 minutes. Allez. Oh putain, champagne, panache, monsieur a du panache. Il est resté fidèle à son idée de départ, je dis bravo. Alpha Blue nous dit Portugal 2-1, Portugal 2-1 en prolongation. Je dois remonter dans MPP car les gens qui n'y connaissent rien au foot et qui se retrouvent, qui trouvent le 3-2 de la Belgique, ça va 5 minutes. Oui, c'est vrai que le 3-2 hier de la Belgique, franchement, fallait aller le trouver. Hein. Alors en plus en live, alors là, ça c'était impossible, mais en MPP, franchement, fallait arriver à le trouver. Et surtout, j'avoue, comme le dit Alpha Blue, dans ces cas-là, c'est encore pire quand c'est des personnes qui ne connaissent rien au football. Mais vraiment, c'est horrible. Très énervant. Le connaisseur qui te dit ouais, mais moi je l'avais senti le 3-2. Tu fais bon, ok, d'accord, bien joué, bravo. Mais quand c'est Monique du service compta qui te dit au fait, ouais, j'ai trouvé le 3-2 de la Belgique contre le Sénégal. Tout ça parce qu'elle aime les gaufres. Hein. Voilà, tout ça parce qu'elle aime les gaufres, qu'elle est allée à Bruxelles pendant ses dernières vacances et qu'elle a bien aimé. Donc bon, voilà, je suis d'accord avec toi, Alpha Blue. Faut que tu remontes dans MPP. Donc 2-1 en prolongation. Je peux te rejoindre, j'ai dit 1-0 ou 2-1. Ou 3-2. Allez, à la limite, un 3-2 avec un match un peu fou et des buts. Allez. Tu regarderas pas, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Je crois pas trop, mais. Oui. Bon, je me hype peut-être un petit peu de trop. Là, quand même. Bon. Le 3-2, c'est peut-être un petit peu osé. Bon, merci à toi, mon copain. Merci à toi d'avoir. Plaisir. Merci à tous d'avoir participé. Merci à Alpha Blue, merci à Amine DZ, merci à Maxime, à LOS El Padrinote et à nous. Donc merci les copains. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes. Va être dispo aussi sur toutes les plateformes de podcast type Spotify, Deezer, Apple Podcast. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. On répond aux meilleurs commentaires même après la publication des lives. Abonnez-vous, je le répète à chaque fois, on a besoin de ça pour grandir et pour avoir encore plus de force. Et puis si vous êtes déjà abonné, vous connaissez la suite. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao les copains. Ciao. Salut à tous.